Donc le lien entre girl power et enjeux de transmission entre adultes et adolescents est évidemment très fort, puisque ce mouvement spécifiquement destiné à la jeunesse est une forme plus ou moins satisfaisante du féminisme, et que l'un des grands points de lutte de ce dernier est l'éducation, et notamment celle des filles, mais aussi celle des garçons, pour qu'ils puissent faire face au sexisme et au patriarcat inscrits dans la société. Ce n'est pas sans raison que je parle d'une forme plus ou moins satisfaisante de féminisme. Depuis la création du girl power, le message idéologique qui lui est lié a fortement varié, du plus agressif et revendicateur au plus lissé et vendeur, les nombreuses fictions associées permettant de passer par toutes les gammes possibles entre ces deux extrêmes. De grands tournants se dessinent cependant dans son historique, et la dernière en date est celle de la fin des années 2000, qui voit apparaître au sein du mouvement et plus généralement de la société une période de regain du militantisme féministe et de la prise de parole politique. Écrites respectivement à partir de 2009 et 2011, les sagas Hunger Games de Susan Collins et Divergent de Veronica Roth répondent parfaitement à cette mutation, tout en s'inscrivant dans le thème plus général de la transmission et du dialogue entre la jeunesse et l'âge mûr. Leurs héroïnes, Katniss et Triss, montrent ainsi la manière dont la troisième grande étape du girl power permet au mouvement de se repolitiser dans le cadre d'un rapport plus mature avec la sphère publique, avec le corps féminin et avec ses aînés et sa société. Ce qui m'amène à un premier point où je vais vous parler un peu du girl power en tant que mouvement évolutif. Donc si le girl power a connu plusieurs variations, si bien qu'il est peu aisé d'en dessiner les contours, l'élément incontournable des fictions liées au mouvement s'entend dans le nom même. L'héroïne est une fille et non pas une femme, en général une adolescente ou une fraîche adulte, avec une vie et des problématiques qui l'associent à la jeunesse, comme la recherche d'un idéal à suivre ou l'épanouissement personnel. Mais si l'héroïne girl power est une fille, hors de question d'associer ce terme à de la faiblesse, de la candeur ou de l'inaction, comme c'était le cas avec les premières héroïnes fictionnelles. Et c'est notamment par le biais de leur apparence que cette timidité est mise hors jeu. La jeune fille qui s'ancre dans le girl power a toujours à cœur de célébrer sa féminité par le biais d'un soin de son image, plus ou moins poussé d'une héroïne à l'autre, mais plutôt plus que moins. Un soin particulier qui n'a cependant pas toujours la même signification, tantôt utilisé pour donner un message, tantôt pure coquetterie. De même, l'usage du corps n'est jamais anodin, il est toujours usé comme d'un outil ou d'une arme, ce qui s'incarne de différentes manières. Objet dont émanent des pouvoirs surnaturels, outil pour se forger une image spécifique, arme de combat capable d'écraser de féroces adversaires, ou encore arme de séduction qui permettra de soutirer un renseignement ou une aide précieuse, le plus souvent auprès des hommes. Et pour parler de ces derniers, leur rapport à l'héroïne girl power est totalement bouleversé. Nous ne sommes plus du tout dans le schéma complémentaire de la jeune fille à secourir et de l'homme secourant. Désormais, la jeune fille se débrouille seule, ou tout au plus avec l'aide de conseils, mais jamais un homme n'agit à sa place pour gérer un conflit. Bien souvent même, la complémentarité fait place nette à la dualité, et les adversaires de l'héroïne sont alors des hommes, êtres primaires et sexistes, qui sous-estiment les femmes et se retrouvent ainsi mis au tapis, comme on le voit notamment dans Xena la guerrière. Et quand les hommes ne sont pas des ennemis, ils ne sont jamais le but, la problématique centrale non plus, l'accomplissement de soi ou d'une mission plus grande étant toujours prioritaire. Ce passage des hommes au second plan est révélateur d'un but extra-diégétique, celui de faire de la fille un protagoniste médiatique qui a toute sa place parmi les héros et personnages principaux. Bien sûr, les années 90 ne sont pas les premières à laisser une certaine place aux filles. Nous avons connu Nancy Drew, Fantomette, Fifi Brin d'Acier ou encore George, du Club des 5. Mais cette décennie semble être la première à ne pas laisser entendre que les héroïnes n'ont pas réellement leur place, comme on le faisait avant en dépeignant soit des figures de garçons manqués, soit des figures de jeunes filles qu'on laisse s'amuser un petit peu avant qu'elles atteignent l'âge de se ranger et donc de se marier. Et tout simplement, les personnages féminins ne se comptent désormais plus sur les doigts d'une seule main. Sur le plan politique, la portée du girl power a beaucoup varié également. La première utilisation de l'expression girl power vient du mouvement des Riot Grrrl, mouvement musical issu d'un croisement du punk et du rock alternatif à forte connotation d'outsiders révoltés. En 1991, le mouvement publie le Riot Grrrl Manifesto qui proclame notamment « Parce que nous voulons rendre plus facile pour les filles de voir entendre le travail des autres filles et pouvoir ainsi partager leur savoir-faire, se critiquer ou s'applaudir.
Parce que nous ne voulons pas intégrer les standards des autres, les hommes, sur ce qui doit ou ne doit pas être. Parce que nous sommes en colère contre une société qui nous dit qu'une fille égale stupide, fille égale mauvais et fille égale faible. » Fin de la citation. Par ailleurs, les filles du Riad Ghul utilisaient beaucoup la rage, la provocation, usaient d'un vocabulaire généralement aliénant, rabaissant pour les femmes, comme slut, cunt ou dyke, dans le but de dénoncer les conditions des femmes et de parler des problèmes de viol ou de violence conjugale. La transgression se trouvait également dans leur apparence, car elle jouait avec l'image de la femme, tout en la déconstruisant. Ainsi naît le style Kinderwar, mélange entre des vêtements de petite fille et une allure beaucoup plus trash, qui remet en question les représentations standardisées de la femme. L'idée est de casser le mythe de la beauté, les standards féminins érigés par les hommes. Si elles utilisent les corps, c'est bien parce que le mouvement comprend aisément que celui-ci est toujours une source d'oppression pour les filles par le patriarcat. Le girl power, créé par le Riad Ghul, est donc un concept politique à la base. Mais très vite, il s'édulcore et est réutilisé comme emblème de la culture pop et des médias de masse. C'est notamment dû à sa reprise par les Spice Girls, groupe créé en 1996, qui instaure un girl power fashion, soft, sexy et surtout vendeur. Le mouvement est plus conciliant avec la société patriarcale, plus futile, car tant les Spice Girls que leurs promoteurs ont besoin de faire du girl power quelque chose d'agréable et qui se vend. Or, une association trop étroite avec le féminisme pourrait entraver cela. Le mot fille reprend alors sa connotation enfant, qui n'a rien à dire de la société dans laquelle elle vit. On pousse à exprimer sa fierté d'être femme de manière apolitique et par des biais culturels plutôt que dans la sphère sociale ou politique, avec légèreté et insouciance. Par ailleurs, cette seconde étape a une nette tendance à la normalisation de la féminité qui s'exprime à peu près toujours de la même manière. On ne reconnaît que peu de pluralité dans la manière dont on peut l'incarner et elle concerne majoritairement des jeunes filles blanches, aisées et hétérosexuelles. Une injonction à la féminité qui semble replacer les filles dans un rapport de contrôle de leur corps par la société. On peut également souligner que les héroïnes sont souvent infantilisées. Plus maniérées que les Riad Ghul, elles donnent une impression générale d'immaturité. Leurs actions vont parfois jusqu'à être chapeautées par une autorité supérieure qui, bien souvent, est un homme. Deux bons exemples en sont les Charlie's Angels ou les Totally Spies, qui sont à chaque fois sauvés par le renfort de leur patron grisonnant Jerry, figure paternelle à qui Alex, Sam et Clover font d'ailleurs régulièrement de gros câlins. En réalité, toute l'ambiguïté du girl power tient en ce qui n'est pas seulement une réponse au sexisme, il est également une réponse au féminisme des années 60, qui semblait dire « il faut abandonner la féminité pour accéder à l'égalité ». La culture girly est alors une alternative à ce que Jennifer Baumgartner et Amy Richards appellent la féministe mystique, en référence au livre de Betty Friedan, qui nous fait nous sentir coupables d'aimer les choses estampillées filles et voudrait que le label féministe ne soit mérité que par celles qui ne se sentent pas concernées par les hommes, par le sexe, par leur corps ou par la mode. Au final, girliser les rôles dits de garçons permet de se les approprier, de ne plus les laisser aux hommes, de ne plus laisser croire qu'on est en réalité des usurpatrices ou des travestis. On donne comme message que c'est bien la féminité qui est source de pouvoir en elle-même, sans qu'elle ait besoin de se draper de masculinité. Mais le travers de cela est que l'on tombe facilement dans le rejet du féminisme dans son entièreté. On grandit avec le concept de féminazie, du féminisme comme étant un gros mot. Dans les médias, on annonce la mort du féminisme, l'égalité étant prétendument acquise, les femmes étant censées avoir brisé leur chaîne. C'est l'ère du post-féminisme. On pousse les filles à se battre contre l'oppresseur féministe qui les empêcherait de jouir de leur féminité dans un beau détournement qui occulte alors les problèmes du patriarcat. Il existe ainsi un fort décalage entre différentes émanations du girl power, terme à prendre avec des pincettes, qui n'est nécessairement synonyme ni de féminisme, ni de considération de la part des aînés et de la société, et dont la notion de force est finalement très ambiguë. Ce qui me fait arriver à mon deuxième point, où je vais vous parler de Triss et de Katniss, et vous montrer en quoi elles sont effectivement héritières du girl power. On ne peut que constater que Katniss et Triss ne dérogent pas à la règle de la jeune fille forte. La première est la seule garante de la survie de sa famille, elle braconne en forêt seule grâce à ses talents en tir à l'arc et affronte l'univers dur et plutôt masculin du marché noir.
Triss, de son côté, a assez de force de caractère pour aller contre sa famille en choisissant d'appartenir à une autre faction que celle dans laquelle elle a grandi, passant des désintéressés altruistes aux fougueux audacieux. Le fait que durant le test cognitif censé l'aider à choisir sa faction, qui l'amène dans son inconscient, elle se voit se conseiller elle-même, prouve qu'elle sent d'ores et déjà qu'elle est le moteur de son propre épanouissement. Son courage est d'ailleurs démontré rapidement au moment où elle est la première volonté à sauter dans le vide. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, elle se jette dans une vie nouvelle. Par ailleurs, toutes deux ont des prises de position et des réflexions qui montrent qu'elles ne sont pas naïves quant à la société dans laquelle elles évoluent. Triss remet peu à peu en question le système apparemment paisible mais qui passe par le contrôle des citoyens. Katniss, malgré son jeune âge, ne se fait aucune illusion sur le message réel que portent les jeux de la fin, comme nous le constatons dès le tome 1, et je la cite, « Le Capitole nous rappelle que nous sommes entièrement à sa merci et que nous n'aurions aucune chance de survivre à une nouvelle rébellion. Quelles que soient les paroles, le message est clair. Regardez, nous prenons vos enfants, nous les sacrifions et vous n'y pouvez rien. Si vous leviez seulement le petit doigt, nous vous éliminerions jusqu'au dernier, comme nous l'avons fait avec le district 13. Pour ajouter l'humiliation à la torture, le Capitole nous impose de considérer les jeux comme un spectacle, un événement sportif opposant les districts les uns aux autres. » Fin de citation. Mais ce qui fait leur force n'est pas seulement leur caractère et leur clairvoyance. Dans ces sagas, les héroïnes ne sont pas seulement des têtes à la fois fortes et pleines. Elles agissent contre l'autorité, une autorité qui est celle mise en place par les aînés. Le président Snow comme Janine ne sont-ils pas d'ailleurs représentés comme des personnages d'un certain âge ? Et leur action dépasse rapidement le champ personnel. Très vite, elles sont le visage de la rébellion, le porte-parole de tous ceux qui veulent bouleverser l'ordre établi. Leur force est si grande qu'elle se propage aux foules à qui elle donne du courage. Mais aucune de ces deux fictions n'oublie de laisser à leurs héroïnes fortes leur rôle de filles. Chacune des sagas donne une place aux préoccupations de cet âge et de ce sexe. En est une de leurs premières manifestations, l'intérêt porté aux vêtements. Quand elle connaît l'univers des stylistes qu'apporte celui des Hunger Games, Katniss est émerveillée de se découvrir en robe et déclare ainsi « La créature que je découvre dans le miroir en pied installé devant moi semble provenir d'un autre monde, où la peau scintille, où les yeux lancent des éclairs et où l'on taille des habits dans des diamants. Je ne suis pas jolie, je ne suis pas belle, je suis éblouissante comme un soleil. » Sa féminité est d'ailleurs toujours préservée. Dans le tome 3, elle échappe au pourtant réglementaire rasage de crâne pour rester diégétiquement reconnaissable dans son rôle de gémoqueur et extradiégétiquement un agent d'identification pour les jeunes filles, plutôt les jeunes lectrices. De son côté, Triss est plus encore dans le symbole. Sa faction de naissance condamne la vanité et ne laisse que peu l'opportunité de se mirer dans une glace. Celle qu'elle adopte, au contraire, va dans le sens d'un certain droit à la singularité, à l'ego, et lui permet de troquer vêtements gris et informes contre blousons saillants et pantalons moulants aux couleurs avantageuses. On semble retrouver là le message que le girl power souhaite originellement envoyer au féminisme de la seconde vague. Voyez comme ma volonté de changer mon statut ne m'empêche d'aimer ni ma féminité, ni mon corps. Un autre point que l'on retrouve est celui de la découverte de l'amour. Toute révoltée et en danger de mort qu'elle soit, Katniss n'en est pas moins embarquée dans un triangle amoureux avec Peeta et Gale, et les adolescentes, si elles ne vivent pas les mêmes périls, peuvent au moins se reconnaître dans la difficulté de comprendre les émotions qui se bousculent en elles. Triss, de son côté, découvre aussi l'amour, une initiation d'autant plus complexe que son amant 4 a une personnalité qui l'est tout autant. Toutes deux n'évoluent d'ailleurs jamais de manière totalement indépendante de son couple. Parallèlement, ces héroïnes découvrent aussi la question du désir des premiers mois sexuels. Je ne veux pas que ça aille trop vite, dit Triss lors d'une étreinte dans le premier film de la saga, tandis que Katniss parle d'un baiser avec Peeta qui ne ressemble à aucun de ceux d'avant, qui provoque quelque chose en elle et lui donne l'envie de ne jamais s'arrêter. Le rattachement de nos héroïnes au girl power est également dû au fait qu'elles sont l'émanation d'une de ces figures topiques, celle de la guerrière. Katniss le formule d'ailleurs explicitement dès le premier tome. Je suis une guerrière, une fille courageuse. Et pour cause, ce sont des combattantes qui manient les armes et affrontent maints adversaires. Mais elles en sont une émanation qui a évolué, en ce qu'elles ne sont plus solitaires ou à la tête d'un groupe restreint et isolé, comme l'étaient des héroïnes telles Sydney Fox, Buffy ou, une nouvelle fois, Xena.
Elles sont devenues des personnages influents qui non seulement participent au façonnage du monde dans lequel elles évoluent, mais en sont même à la tête, passant alors de guerrière à une figure topique nouvelle, celle de la meneuse. Et j'arrive à mon dernier point, qui est aussi mon propos, le girl power de la fin des années 2000 comme début d'une troisième étape. Nous l'avons démontré, nos héroïnes dystopiques ont un regard lucide sur le monde qui les entoure, qui passe par l'analyse autant que par la remise en question. Quand l'infructuosité du test de faction explique que Triss ne peut pas être catégorisée car elle pense de 1000 façons différentes, cela rejette de façon sous-jacente une forme de pensée unique qui pervertit la société. Un encouragement à ne pas trop exercer l'esprit critique, d'ailleurs dénoncé par l'héroïne auprès de Janine, figure de l'autorité de cette société. Katniss non plus n'hésite pas à exposer ses doutes sur le fonctionnement de Panem, sa nation. Quand le président Snow lui ordonne de ne surtout pas bouleverser la sécurité de cette dernière par son comportement, elle lui fait remarquer que si le pays est menacé par sa simple personne, il doit alors être bien fragile. Il est à noter que les questions féministes, si elles ne sont pas au cœur de l'intrigue, qui est plutôt une lutte sociale, ne sont pas écartées. Le personnage de Eric dans Divergent est clairement misogyne dans son traitement des nouvelles recrues. Et Katniss, lors d'une énième préparation pour les Jeux de la fin, se dit soudainement « Je n'y avais pas jamais réfléchi, mais dans l'arène, certains garçons ont eu le droit de conserver leur pilosité, contrairement aux filles. » Les héroïnes questionnent les opportunités et les traitements propres à leur genre. Cela montre qu'il y a bien un lien entre politisation et féminisme, que le choix d'une héroïne plutôt que d'un héros n'est pas anodin, et que ce choix narratif porte un message. Ce n'est pas que la jeunesse qui peut changer le monde, mais bien, plus particulièrement, la jeune fille. Par ailleurs, la maturité et la clairvoyance de nos héroïnes se ressentent également dans leur rapport au corps. Il y a toujours un plaisir de soigner son apparence, mais cette futilité n'est plus liée à de l'insouciance, voire de la niaiserie, comme ça pouvait être le cas lors de l'ère Spice Girls du Girl Power. Un témoin simple de cela est la profondeur que Susan Collins a donnée à Cinna, personnage de styliste de Katniss et agent de la Révolution. Par ailleurs, la beauté n'est acceptée que comme plaisir et certainement pas comme injonction. Dans Hunger Games, la robe de mariée, seule tenue qui ait jamais été imposée à Katniss, est détournée pour devenir à la place un costume de G-Mocker, ce que vous pouvez voir là. L'emblème de la rébellion. L'image n'est pas sans symbolique, cette robe imposée, qui plus est propre au mariage, qui est synonyme de soumission et de contrôle de la femme dans bien des esprits, se transforme en image d'indépendance via le détournement de codes habituels. On assiste alors à la transformation de la mariée soumise en G-Mocker insaisissable et libre. L'utilisation de son image n'est donc pas condamnée par les sagas Hunger Games et Divergent tant qu'elle est faite à bon escient, sans aller à l'encontre de son intégrité. Katniss se laisse maquiller et accepte le costume stylisé qui permet de l'identifier d'un seul coup d'œil en G-Mocker, nécessaire symbole de la Révolution, qui porte les foules et encourage les rebelles. Mais elle refuse le maquillage outrancier pour visiter les malheureux blessés dans un hôpital de fortune. Et pour cause, elle ne veut pas devenir une image irréelle qui la couperait de la réalité du monde et du reste de ses congénères. Preuve qu'elle a une conscience accrue de ce que peut renvoyer son apparence. Triss se tatoue et s'habille de manière plus féminine, mais sans jamais que ça entrave sa liberté d'action. Dans un article de 2015 titré « L'arc et l'escarpin », Laurent Julier parlait de l'injonction faite aux personnages masculins de prouver leur force sur le modèle d'Ulysse et aux féminins de prouver leur beauté sur le modèle de Cendrillon. Ici, on semble mêler les genres. Les filles portent l'arc et l'escarpin. Katniss et son arme de prédilection l'illustrent parfaitement. Ainsi, le plaisir de l'habillement, de la coquetterie, n'est pas effacé. Seulement, il ne se suffit pas à lui-même, il n'est pas central et il ne définit pas les héroïnes qui n'en sont pas moins des combattantes. En cela, on voit un retour au girl power de la première étape, dans la double réponse aux féministes et aux post-féministes, la coquetterie n'empêchant rien les idées féministes et vice-versa. Cette compréhension tant de la société que de ce qu'elle peut accomplir sans se laisser brider mène alors à une relation nouvelle avec les aînés. Car la maturité et l'ouverture sur le monde que les nouvelles héroïnes girl power acquièrent sont la condition première pour avoir une voix pertinente dans la société et dialoguer en toute connaissance de cause. Et de fait, Katniss et Triss sont traitées en égal par les adultes et non infantilisées.
On le ressent pour la première, plus encore dans la dualité, lorsque le président Snow lui glisse « Mademoiselle Everdeen, nous avions pourtant convenu de ne jamais nous mentir », ou quand la chef rebelle Coin cherche à la faire tuer car elle craint qu'elle ne la détrône de sa place de chef. Quant à Triss, le premier opus montre déjà la confiance que placent en elle les adultes quand elle prend la tête d'un groupuscule comprenant à la fois son père et le dirigeant d'une des factions. Mais si elles sont l'égale des adultes, elles ne sont pas leurs semblables. À vrai dire, elles sont même supérieures, et c'est bien grâce à leur jeunesse, car elles sont suffisamment matures et clairvoyantes pour avoir un œil juste sur le monde, mais c'est leur jeunesse qui en fait des juges immaculés. La maturité est ce qui leur permet de juger, leur innocence est ce qui les rend légitimes à remettre en question une société et des dirigeants corrompus. Elles se font alors adversaires d'un âge mûr, abusif, et inspiration d'un âge mûr découragé, comme l'écrivait déjà Christian Chelbourg dans les fictions de jeunesse. Je cite, « Les jeunes incarnent les énergies de l'avenir, leurs aînés l'entropie du conservatisme, voire de la réaction. Le conflit des générations apparaît dès lors comme nécessaire à l'avènement du progrès. Que la jeunesse soit mise sous le boisseau, et c'est le temps qui s'arrête. » La candeur devient alors synonyme de rébellion plutôt que de naïveté. L'enfance n'a plus le rôle d'avis négligeable, elle a celui de l'innocence apte à juger. Les deux héroïnes permettent de redonner foi aux adultes, des adultes que l'on sort de leur amorphisme face à une figure d'autorité que Patrick Avran appellerait un père éternel, c'est-à-dire solitaire et exclusif, mais aussi tout-puissant et régnant sur un monde clos. Des adultes qui ne retrouvent le courage que grâce à sa jeunesse. Ainsi, le dialogue est renoué, mais la transmission se fait alors dans l'autre sens. Les jeunes réapprennent à leurs aînés amnésiques le courage, la soif de vivre, la foi en ses rêves et la liberté. Et je vais conclure, après ce magnifique mème. Le cadre dystopique se révèle tremplin particulièrement efficace du tournant sémantique que prend le girl power. La société asphyxiante qu'il implique rend nécessaire un soulèvement du peuple et en cela donne la possibilité à la jeunesse d'en être à l'origine. Ce parcours dans l'adversité permet par ailleurs aux nouvelles héroïnes girl power de grandir, tandis que les précédentes semblaient suspendues dans une immuabilité insouciante, un agentivisme sans enjeu, sans mutation, sans cesse renouvelé dans une dynamique cyclique mais non évolutive. Ces personnages féminins des années 90-2000 ne vivaient que rarement de parcours initiatique, n'apprenaient pas de leurs erreurs et ainsi ne devenaient jamais adultes, restant ainsi à la fois infantilisés et privés de reconnaissance. Là encore, les problématiques de l'agisme et du féminisme se mêlent, car en traitant ces personnages de cette façon, on refusait à la fois à la jeunesse la réalité de ce qu'elle peut apporter à la société et aux filles un rôle réel au sein de la sphère publique qui leur est historiquement refusé. On voit ainsi qu'une très nette dimension générationnelle se dessine dans ces récits, dont les enjeux sont multiples en ce que la jeunesse à la fois combat et transporte les adultes. S'il y a confrontation, c'est bien malgré tout par la coopération, l'échange entre les générations qu'une société entière est changée. La bravoure des jeunes éduque les aînés résignés, mais ces derniers ne sont pas moins invités à participer au renouvellement au sein d'une collaboration bienveillante. Preuve que la jeunesse reste bien dans une dynamique de socialisation. On célèbre ici non pas l'écrasement des aînés, mais un rapport d'éducation nouveau à la verticalité ascendante. Le regard pur et neuf de la jeunesse comme seul salut d'un monde que les générations passées ont laissé pourrir. Sur le plan des études de genre, le fait de choisir des filles comme leaders montre une volonté de changer le statut de ces dernières et donne le message que le renouvellement de la société passe par les femmes. Il ne s'agit plus de les laisser s'amuser gentiment tout en gardant en main le contrôle, le pouvoir et la parole. Se faire entendre n'a ainsi pas pour seul enjeu de donner une voix à la jeunesse, mais bien de donner une voix à ces jeunes filles également. Le girl power reprend alors un vrai pouvoir, celui de façonner le monde. Merci.